Bonjour. Aujourd'hui, on explore une véritable institution française, le baccalauréat. On a pas mal de sources, son histoire, un article sur une candidature, assez étonnante, et des textes sur la précocité. Et le point de départ, c'est ça, une candidate de 9 ans. 9 ans, inscrite pour la session 2024. Notre objectif, donc, essayer de comprendre comment cet examen, qui a plus de 200 ans, a évolué, et puis, qu'est-ce que ce cas un peu fou nous dit. Alors pour commencer simple, le bac, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est ce diplôme national qui marque la fin du lycée, que ce soit général, technologique ou professionnel. C'est le niveau 4 en France. Et surtout, c'est la clé pour entrer dans l'enseignement supérieur. Essentiel, quoi. Tout à fait. Et quand on regarde ses origines, c'est passionnant. Bon, la forme moderne, c'est Napoléon en 1808. Ça, on le sait plus ou moins. Mais l'idée, elle, remonte aux universités du Moyen Âge, XIIIe siècle. C'était le tout premier grade universitaire. Même le mot baccalauréat, ça vient de Bachelet, le jeune noble, puis ça a été rattaché au latin bacca lauri, les baies de laurier, Mhm. le symbole de la réussite. Ah oui, intéressant cette étymologie. Et donc Napoléon, lui, son but c'était clair, hein, c'était de forger une élite pour son État, unifier l'instruction. Exactement. Mais alors, la première session, en 1809, tenez-vous bien, 31 lauréats seulement. Oui, 31. Quand on compare avec, c'est quoi cette année? Plus de 728 000 candidats. Le fossé est immense. Ça montre bien l'intention de départ, non? Une toute petite élite, très loin de ce qu'on connaît maintenant. C'est ça. Et toute l'histoire du bac, c'est l'histoire de cette démocratisation, mais avec des étapes, des changements constants. Dès 1852, on distingue lettres et sciences, puis arrivent les épreuves écrites, les mentions. Au début, c'était vraiment très élitiste, très axé sur les humanités classiques. Il a fallu attendre 1861 pour que la première femme, Julie Victoire d'Aubier, puisse le passer et l'obtenir. Ah oui? 1861 seulement, c'était un combat. Un vrai symbole, oui. Et ensuite, ça s'accélère quand même. La gratuité du lycée, c'est dans les années 30, puis la réforme habile, le collège unique en 75. Ça ouvre les vannes en quelque sorte. Oui, ça prépare la massification. Et le grand tournant, c'est peut-être l'objectif fixé par Chevènement en 85. 80% d'une classe d'âge au niveau bac. Tout à fait. Couplé à la création du bac pro à la même époque, là on change d'échelle. Carrément. Et cette massification, elle continue avec les réformes plus récentes. Celle de 2018, par exemple, avec le contrôle continu, qui compte pour 40%, le système des spécialités à choisir, le fameux grand oral. C'est vrai, on essaie toujours d'ajuster, on dirait. C'est ça, pour essayer de coller aux besoins, aux évolutions de la société, du savoir. Et n'oublions pas l'épisode très particulier de 2020 avec le Covid, Ah oui, le bac uniquement sur contrôle continu, une première. une situation exceptionnelle. Et voilà que dans ce paysage en mouvement, on apprend cette nouvelle. Incroyable. Une fillette de 9 ans, inscrite en candidate libre dans l'Académie de Strasbourg, au bac général. Et avec des spécialités scientifiques, maths et physique-chimie. C'est du jamais vu. D'habitude, les plus jeunes candidats ont plutôt 12, 13 ans. Là, c'est un record absolu. Oui, et ce cas, il met vraiment en lumière la question de la précocité intellectuelle, ce qu'on appelle aussi HPI, haut potentiel intellectuel. Comme l'explique Jean-Charles Terrassier, un spécialiste, ce potentiel chez l'enfant, on l'évalue justement par sa capacité à réussir des choses bien avant les autres enfants de son âge. D'accord. Et ça, forcément, ça interroge notre système scolaire, qui est quand même très calibré sur des normes d'âge, des rythmes moyens. Oui. Comment on gère ces profils très atypiques? Exactement. Historiquement, on parlait parfois de puer senex, l'enfant vieillard. Il y a bien quelques structures adaptées qui existent, mais l'intégration de cette diversité des rythmes, ça reste un vrai défi. Peut-être qu'on sait mieux accompagner un talent sportif ou artistique précoce qu'un talent intellectuel finalement. C'est une bonne question. Et en même temps, ce bac si central, il est aussi critiqué, non Sam? On parle beaucoup de la hausse des taux de réussite, c'est spectaculaire. Ah oui? On est passé de quoi 75% dans les années 90 à plus de 90% aujourd'hui. Voire 95%, 97% pendant les années Covid. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il est dévalorisé? On entend parler de gonflement des notes. Le ministère l'a même reconnu à demi-mot. C'est tout le paradoxe en effet. Certaines analyses soulignent ça, un examen que quasiment tout le monde réussit, mais qui coexiste avec un taux d'échec très important en première année à l'université, plus élevé apparemment que dans des pays voisins. Donc la question se pose, qu'est-ce que le bac certifie vraiment aujourd'hui? C'est ça. Et puis, bon, pour relativiser un peu, rappelons que des personnalités comme Zola, Malraux ou même Zidane n'ont pas eu leur bac, et ça ne les a pas empêchés de faire de grandes choses. C'est vrai, c'est important de le rappeler. Donc en résumé, on est passé d'un outil de sélection pour une petite élite Un rite de passage quasi universel pour accéder aux études supérieures.
Une transformation radicale. Oui, avec tous les débats que ça suscite sur sa valeur réelle, son adaptation au monde actuel. Est-ce qu'à de la candidate de 9 ans, finalement, il vient un peu comme un électrochoc, non? Il nous oblige à regarder ces questions en face. Exactement. Il agit comme un révélateur des tensions. La massification face à la sélection. La norme scolaire face au parcours individuel exceptionnel. Le bac, il reste vraiment un miroir de notre société, de ses attentes, de ses contradictions face à l'éducation. Ce qui nous laisse avec une question pour la suite, peut-être. Face à ces taux de réussite très élevés, à ces profils si divers comme cette jeune candidate, comment le bac peut-il encore évoluer? Comment peut-il faire pour rester pertinent, pour reconnaître vraiment la diversité des talents et pour préparer efficacement à l'avenir? C'est la grande question. Une réflexion à poursuivre, assurément.